14 février 1942. Un sous-sol sombre au Converse Lab à Harvard. Là, entre les flacons et l'équipement, un moment révolutionnaire était sur le point de redéfinir la guerre. Avec un seul match, le professeur Louis Fiezé a allumé un échantillon d'essence gélatineuse. Mais ce n'était pas un feu commun, il a rejoint, persistait et brûlait avec une obscurité presque vivante. Dans son cahier, le chimiste a enregistré la formule magique, le naphthalène aluminate et palmitate d'aluminium, un mélange qui s'est transformé en un dossier épais comme la purée de pommes puis durci en caoutchouc. À 42 ans, cet expert en chimie organique, qui a jusqu'à présent consacré sa carrière à synthétiser la vitamine K et à étudier la coagulation du sang, a laissé tomber le stylo et a tendu la main au téléphone sur. Ce qu'il venait de créer, ce n'était pas seulement une invention, c'était une arme capable de pénétrer les intestins des grottes les plus profondes, de briser les fortifications les plus résistantes et de détruire ce que les bombes conventionnelles n'ont même pas rayé. Fiezé n'imaginait pas que sa découverte, faite précisément le jour de la Saint-Valentin, deviendrait le cauchemar censé le plus mortel de l'histoire militaire. La guerre du Pacifique avait enseigné aux Américains une leçon cruelle, les soldats japonais ne se sont pas retirés. Ils se sont enfouis, fortifiés à chaque durée et se sont battus dans des positions inaccessibles à mort. Les îles volcaniques du Pacifique étaient un labyrinthe naturel de défense, des grottes excavées par la roche, des bunkers en béton renforcés de corail, des tunnels souterrains qui s'étendaient sur des kilomètres. À Iwo Jima seulement, il y avait 18 kilomètres de la galerie souterraine. À Okinawa, les tombes ancestrales avaient été converties en nids de mitrailleuses. Les bombes communes ont fait irruption. Les projectiles d'artillerie chatouillaient à peine la surface. Il a fallu quelque chose de radical, une solution qui a atteint les cachettes où les Japonais attendaient, implacable. Et la réponse est venue d'où elle était la moins attendue, d'un enseignant de Harvard qui, avant la guerre, a recherché un caoutchouc synthétique. Un homme qui, bien que résistant initialement au développement d'armes chimiques, s'est replié à l'appel de sa patrie lorsque le conflit a éclaté. Louis Frédéric Fiezé, né à Columbus, Ohio, le 7 avril 1899, était sur le point de devenir le père de la guerre incendiaire moderne. Son premier test sur le terrain n'a pas eu lieu dans une base militaire reculée, mais dans le terrain de football de Harvard, entre l'école de commerce et le stade. Le 4 juillet 1942, ironiquement, le jour de l'indépendance, Fiezé a jeté 20 livres de son composé dans une flaque peu profonde. Le service d'incendie de Cambridge a regardé, tendu. Les joueurs de tennis dans les cours voisins ne soupçonnaient même pas l'enfer qui allait s'effondrer sur eux. Lors du déclenchement de l'allumeur de phosphore blanc, le napalm est entré en action. Les cellules sanguines flamandes ont explosé dans l'air, tombant dans l'eau, où elles ont continué à brûler avec une intensité démoniaque. Les joueurs de tennis ont crié et ont couru. Gel collé à tout, sur les surfaces, les uniformes, la peau. L'eau n'a pas effacé ces flammes, ce qui a atteint entre 800 et 1200 degrés Celsius, 6 fois plus chaud que de le terminer. Contrairement à l'essence, qui a explosé sur une boule de feu instantanée, napalm jaillissait dans un jet contrôlable, capable d'être dirigé vers des fentes de bunkers, des entrées de grottes et des stations de tir. Les chiffres parlaient pour eux-mêmes, alors que les bombes incendiaires conventionnelles avaient une efficacité de une attaque sur 60 contre les tests initiaux, le napalm a frappé la cible dans toutes les 3 tentatives. La chimie était génie, les résultats, dévastateurs. La production a commencé immédiatement chez Nowerex. Jusqu'au mi-avril 1942, ils avaient déjà développé une poudre brune, inoffensive à première vue. Mais mélangée à de l'essence, il s'est transformé en cauchemar. Le service de guerre chimique a commandé des tonnes de matériaux. Le DAO chimique a grimpé la fabrication. En 1943, les États-Unis ont produit un demi-million d'unités. En 1944, ce nombre est passé à 8 millions. La pompe incendiaire M69 a été conçue spécialement pour transporter du napalm, chacun pesait près de 3 livres et répartit le gel inflammable à moins de 4,5 mètres. 38 d'entre eux ont été emballés dans une bombe de fragmentation E46, qui, lancée à haute altitude, a ouvert à 600 mètres du sol, pleuvant la destruction sur la cible. Le baptême du feu de napalm ne serait pas dans le Pacifique, mais en Europe. En août 1943, lors de l'invasion alliée de la Sicile, les troupes américaines l'ont utilisé pour la première fois. Cependant, son véritable test viendrait contre les fortifications japonaises, ceux qui ont contesté même les attentats les plus intenses. 22 juillet 1944, île Tinian, dans l'archipel de Mariana. La première dans le Pacifique. Le capitaine Robert Johnson du 2e bataillon marin a vu les bombardiers de l'armée de l'air s'approcher de l'Est.
Ces avions ne portaient pas d'explosifs communs. Ils étaient bondés des premières armes de napalm à être employées dans la région. Le gel incendiaire, transporté dans un secret d'Hawaï, était sur le point de faire face à un ennemi qui avait élevé l'art de la défense à un autre niveau. La garnison japonaise à Tinian, dirigée par le colonel Kiyoshi Ogata, avait passé des mois à préparer ses positions. Le 50e régiment d'infanterie et les unités d'annexe, près de 9000 hommes, excavaient des grottes des falaises de corail de l'île. Les nids de mitrailleuses couvraient chaque accès. L'artillerie était cachée en positions inverses, à l'abri des attentats navals. Lorsque les premières bombes de napalm sont tombées sur Tinian, les marines qu'ils ont regardées de ces pans, à seulement 10 km de là, ont été témoins de quelque chose de jamais vu. Au lieu des explosions sèches de bombes conventionnelles, une vague de feux d'orange a balayé les fortifications japonaises comme un tsunami à la flamme. Le mélange incendiaire a infiltré les entrées de la grotte, tiré à travers les bunkers, a divulgué à travers les créneaux de tir. Des soldats japonais qui avaient survécu aux semaines de bombardement naval ont abandonné leur position de panique, avec des uniformes en feu. Napalm collé sur la peau, l'équipement, dans tout. Essayer d'éteindre le feu avec l'arrêter, mentir et rouler, étaler le plus. Jouer à l'eau de la Cantie a fait respirer la substance. Le seul moyen était de s'échapper, et beaucoup l'ont fait, émergeant des terriers que les Américains ne savaient même pas existaient. En quelques jours, les unités des marines ont commencé à demander des attaques avec du napalm avant chaque avance. Les positions japonaises qui nécessitaient auparavant des heures de combat de mêlée à être neutralisées ont maintenant été éliminées en quelques minutes. Tinian est tombé le 1er août. Sur les 9000 défenseurs, seulement 313 ont survécu. Le succès de Tinian n'était que le début. À ces pans, les opérateurs de haut-parleurs marins de marine navale ont constaté que les lanceurs portables M2 produisaient des effets similaires à court terme mais à un coût terrible. Les soldats portant 30 livres de carburant sur le dos avaient un faible taux de plus de 90% dès qu'ils ont révélé leur position. La solution est venue de la marine, qui a adapté les réservoirs Sherman avec des lanceurs CBH-1. Nommés Zippo par les marines, ces véhicules pourraient cracher de la chaleur nette jusqu'à 140 mètres, tandis que le bouclier protégeait l'équipage. 8 de ces chars ont atterri à Iwo Jima le 19 février 1945. Ce qui a suivi prouverait certainement le pouvoir dévastateur de napalm contre les fortifications les plus impénétrables du Pacifique. 23 février 1945, Iwo Jima, l'enfer volcanique. Cap Herschel Woody Williams a traîné son lanceur M2 vers un bunker japonais, ignorant qu'il était sur le point de monter dans l'histoire. Le gris volcanique d'Iwo Jima a collé à la peau en sueur de Cap Herschel et Woody Williams tandis que son unité immobilisée faisait face à un feu croisé mortel provenant de casemates en béton entrelacé. L'artillerie avait échoué. Les canons navals, inutiles. Un vol conventionnel serait le suicide. À seulement 20 mètres, Williams a vu le tuyau d'un machine à mitraillerie japonaise de type 92 d'une fente de tir. Des balles ont ricoché dans leur réservoir de carburant, réduisant la distance, 20 yards, 15, 10. Lorsqu'il a pressé la détente de l'allumage, une poussée de gel enflammé a traversé l'ouverture comme un rayon d'un dieu vengeur. Bunker est devenu un four instantanément. En quelques secondes, la température interne a dépassé celle d'un crématorium, craquant le béton par le choc thermique. Les barres en acier du cadre se sont tordues en cire fondue. La machine de la mitrailleuse, la première cerise rouge, puis blanche-blanc, dissoute dans un filet de métal liquide. Personne à l'intérieur n'a survécu plus de quelques instants. Williams a rampé jusqu'à la position suivante, un complexe souterrain interconnecté par des tunnels. C'est alors qu'il a remarqué une production de ventilation de seulement 15 cm. La buse de lancement était équipée comme si elle avait été adaptée. Un seul coup a envoyé le feu de feu visqueux à travers le système, comme un prédateur qui suivait sa proie. Des soldats japonais ont émergé des sorties cachées à 50 mètres, leurs corps impliqués dans des flammes qu'aucun mouvement ne pouvait effacer. En 4 heures, Williams a neutralisé cette fortification principale. Les positions qui avaient détenu un régiment entier de marines ont été balayées de la carte par un seul homme et son lance-feu. Il recevrait la médaille d'honneur pour cette journée, mais le vrai vainqueur était l'arme qu'il portait. Le lieutenant-général Tadamichi Kuribayashi, commandant japonais à Iwo Jima, avait passé un an en sculptant l'île dans une forteresse incassable. Sa doctrine était claire, faire payer à chaque du sang de tous les Américains. Ces 21 000 hommes étaient tombés à des kilomètres de tunnels dans la roche volcanique, en stockant des fournitures pour un siège prolongé. Kuribayashi avait étudié les tactiques américaines, connaissait sa dépendance à l'éclat de la puissance du feu.
Il a positionné ses défenses sur les pentes inversées, hors de portée des canons navals. Il a interdit les attaques de suicide de Banza, ordonnant à leurs hommes de se battre à mort de positions fortifiées. Il croyait avoir créé une défense impénétrable. Il n'avait pas de napalm. Le deuxième jour de la bataille, le Sherman modifié, les réservoirs de Zippo, a atteint le front. Le capitaine Frank Caldwell du 26e régiment marin a noté que les premiers avançaient sur un complexe souterrain qui avait résisté à 2 jours d'attaque avant. Le réservoir se lance en rugage, crachant une rivière d'huile en feu sur 100 mètres à l'intérieur de l'entrée de la grotte. Le mélange à incandescence coulait sous forme d'eau, infiltrant chaque passage, chaque appareil photo, chaque cachette. Toute la montagne semblait avoir de la fumée, a rapporté Caldwell. Nous avons donc entendu les cris. Des soldats japonais ont manqué de grotte, leurs vêtements et leur peau se sont transformés en torches humaines. Ceux qui ont réussi à s'échapper ont été abattus par les marines. Ceux qui sont restés à l'intérieur sont devenus des cendres. Un complexe que les planificateurs militaires estimaient une semaine pour être nettoyé ont été réduits en décombres à la vapeur en 20 minutes. Les 8 réservoirs jetaient que Iwo Jima a consommé 10 000 gallons de gel enflammé par jour. Chacun a exigé une équipe de soutien de 12 hommes pour l'entretien et le ravitaillement, travaillant sans repos sous le feu ennemi. L'électricien Joseph Clay et l'expert J.T. Patterson ont risqué leur vie pour garder ces machines d'enfer opérationnelles, souvent avec des balles environnantes. L'impact psychologique a été immédiat. Des soldats japonais ont fait face à des grenades et à des mitrailleuses sans paniquer pour voir les dragons en acier. Les interceptions radio ont révélé des messages désespérés, feu démoniaque, chars qui crachent l'enfer. Le soldat Toshio Yamada, l'un des rares survivants japonais, confesserait des années plus tard, « Nous avons été formés pour mourir pour l'empereur. Nous étions préparés à des balles, des obus, même des baïonnettes. Mais le feu? Le feu était différent. Il est entré dans nos grottes comme un être vivant. Vous ne pouvez pas le combattre. Vous ne pouvez pas vous cacher. Il trouve tout le monde. » Jusqu'en mars 1945, Napalm avait déjà prouvé son efficacité si dévastatrice que le général Curtis LeMay prendrait une décision qui changerait pour toujours le cours de la guerre. Si le gel à incandescence pouvait nettoyer les grottes et le bunker, que ferait-il des villes? 9 mars 1945 à 17h34. Northfield Air Base, Guam. Opération Meeting Goose. Le major général Curtis LeMay a regardé le premier des 334 BE-29 Superforce gagner de vitesse sur la piste. Chaque bombardier portait un cadeau mortel, 40 pompes de fragmentation, contenant 1520 dispositifs incendiaires M69. La cible, Tokyo. Pendant des mois, LeMay avait combattu avec des attentats à haute précision qui ont échoué systématiquement. Les chaînes à réaction sur le Japon ont détourné l'avion. Des nuages épais ont obscurci les cibles. L'artillerie anti-aérienne à 9000 mètres était mortelle. Les résultats, pifio. En prenant le commandement du 21e commandement des bombardements en janvier 1945, il savait, soit innover, soit remplacer. Les mathématiques de la destruction étaient irréfutables. Un seul cluster incendiaire pourrait secouer une superficie de 30 à 100 mètres. Les quartiers résidentiels de Tokyo étaient un dédale de maisons en bois, de murs en papier et de tapis roulants de paille. La production de guerre japonaise dépendait de milliers de petites usines dispersées parmi ces maisons. Ce que les bombardements de précision n'ont pas pu atteindre, une attaque incendiaire dans la zone annihilaire. LeMay a ordonné aux BE-29 d'être dépouillés de leurs mitrailleuses défensives pour porter plus de charges explosives. Il leur a ordonné de voler la nuit, à basse altitude, entre 1500 et 2700 mètres, où la précision serait plus élevée et serait en dessous de la portée efficace de l'artillerie anti-aérienne japonaise. À minuit 8, le 10 mars, les avions Pathfinder sont arrivés sur Tokyo. Ils ont marqué l'objectif avec un X de pompes incendiaires, un quartier résidentiel de 3 sur 4 miles, la maison de 750 000 personnes. La force principale a suivi, versant 1665 tonnes de feu dans d'énormes croisées qui ont créé une grille de feu. En 30 minutes, les flammes individuelles ont fusionné dans une tempête de feu. La chaleur au niveau du sol est égale à celle de la lave fondue. L'air surchauffé a généré des vents de plus de 160 km/h, suçant l'oxygène des abris, nourrissant les flammes avec des jets d'air frais. Le béton bouillit. L'acier a fondu. La rivière disparue s'évapore dans une vapeur torride. À minuit 48, le capitaine des pompiers de Suzumu Takahashi a fait son dernier record, feu hors de contrôle. Équipement inutile. La ville est en train de mourir.
Le service d'incendie de Tokyo comptait 8000 hommes, 1000 équipements et 3 camions avec des escaliers capables d'atteindre plus de 9 mètres. Ils se sont entraînés pour les bombardements conventionnels, préparés à des incendies ordinaires. Rien ne les avait préparés pour cela. Le gel a collé à son équipement, a fait fondre les tuyaux, a transformé l'eau en jet de vapeur brûlant la peau. Jusqu'à l'aube, 41 km² de Tokyo avaient été réduits au charbon. Les estimations conservatrices ont pris la parole dans 87 500 morts, des sources japonaises en suggèrent plus de 100 000 cette nuit-là. Plus de victimes que dans l'une des attentats atomiques. 1 million étaient hors de la maison. Du haut, 1500 mètres, le buteur de la queue James CR rapporterait, vous pouviez sentir la chair brûler. Les chaînes thermiques étaient si fortes qu'ils ont jeté notre bombardier de 60 tonnes comme feuilles sèches. Mais le mai commençait à peine. L'incinération systématique du Japon avait commencé. 2 jours plus tard, Nagoya a brûlé. Et l'enfer ne ferait que s'épaissir. L'usine de moteurs de Mitsubishi et les districts environnants sont devenus des cendres. 2 jours plus tard, le cœur industriel d'Osaka a brûlé des flammes qui ne sont pas sorties pendant 70 heures de suite. Le 16 mars, les installations portuaires et les chantiers navals de Kobe ont été réduits en métal et en poussière tordue, un avertissement de ce qui allait encore arriver. Dans 10 jours, les attaques incendiaires ont détruit plus de capacités industrielles japonaises que 2 ans de bombardements conventionnels. L'Air Force consommait du napalm plus rapidement que les usines américaines ne pouvaient le produire. Les lignes d'assemblage d'urgence ont été activées. Jusqu'en juin 1945, la production mensuelle a atteint les niveaux jamais vus auparavant. Les leçons tactiques apprises dans le nettoyage des grottes sur les îles ont maintenant été appliquées à une échelle stratégique, contre le Japon lui-même. 1er avril 1945. Okinawa, le creuset final. Si Iwo Jima avait été l'enfer, Okinawa serait pire. Les 450 000 civils de l'île ont été arrêtés entre 100 000 défenseurs japonais et 180 000 attaquants américains. Les Japonais ont tourné chaque tombeau, chaque grotte, chaque colline en forteresse. Le lieutenant-général Mitsuru Ushijima avait appris d'Iwo Jima, ses troupes ont creusé plus profondément, fortifié plus fortement et se sont préparés pour l'incendie. Ils ont installé des réservoirs d'eau dans les grottes, créé des disjoncteurs, un équipement de protection improvisé avec un tissu humide et de la boue. Ce n'était pas une utilité. Le 713e bataillon des réservoirs avait été entièrement converti en véhicule. 54 chèrement équipés de lanceurs de Ronson, capables de cracher des jets de feu à 80 mètres. Les unités chimiques de la marine ont préparé 250 000 gallons de carburant épais. Chaque entreprise marine avait attaché des équipes de lancement. La bataille pour Wanadro a démontré l'évolution de napalm comme une arme tactique. Les Japonais avaient construit des fortifications entrelacées sur les pentes inversées, immunisées contre l'artillerie et les attaques aériennes. Les marines de la première division ont passé 3 jours à essayer d'avancer une centaine de mètres, subissant des victimes brutales. Le 14 mai, les marines ont innové, ils ont traîné des barils de gel incendiaire au sommet de la crête, les ont percés de coups de fusil et ont roulé la colline en dessous, directement à des positions ennemies. Des grenades de phosphore blanche éclairant le flux collant. Le tiroir entier est devenu une chaudière à feu. Les défenses qui ont résisté des jours ont été balayées en heures. Cap Gensledge, témoin de l'attaque, a écrit. Les Japonais ont manqué de grottes que nous ne savions même pas existantes, leurs vêtements et leurs corps en feu. Certains ont essayé de se rendre, mais il était trop tard. Napalm avait fait leur travail. Ils sont tombés après quelques pas, le feu brûlant toujours même après avoir tué. L'impact psychologique sur les civils japonais était dévastateur. Des milliers de personnes s'étaient réfugiées dans des grottes, suivant les ordres militaires. Lorsque les réservoirs se sont approchés, ils ont fait face à un choix impossible, brûler vifs à l'intérieur des grottes ou émerger pour les mitrailleuses. Le 30 mai, les marines ont découvert une grotte près du château de Shuri avec 450 civils à l'intérieur. Le lieutenant John Stevens de la 6e division des marines a tenté de les convaincre de se rendre. Lorsqu'il est refusé, l'armée a besoin de plus fortes. L'équipage de lancement de tanks a donné 3 avertissements en japonais. Aucune réponse. Le lanceur rugit, crachant son jet mortel dans les profondeurs du système de tunnel. Stevens a été témoin plus tard. Nous avons entendu les cris pendant 5 minutes. Puis le silence. Lorsque nous sommes finalement entrés, nous avons trouvé principalement des femmes et des enfants. Les flammes avaient consommé tout l'oxygène. La plupart étouffés avant que l'incendie ne les atteigne.
C'était une miséricorde, supposons. Le service de guerre chimique de l'armée a documenté chaque engagement. Les réservoirs jetant Okinawa ont consommé 200 000 gallons d'huile épaisse. Les forteresses souterraines qui auraient pris des semaines pour être nettoyées avec des armes conventionnelles ont été neutralisées en heures. Des bâtons japonais qui avaient arrêté des divisions entières sont tombés devant des sections de chars à lancer. Mais le coût de la vie civile était incroyable. Les estimations suggèrent que les armes incendiaires étaient responsables d'au moins 20 000 décès à Okinawa, bien que les chiffres exacts restent contestés. L'arme développée pour sauver des vies américaines s'est avérée être aveugle dans sa destruction. Le groupe de lanceurs du colonel Unmac était passé d'une poignée de CBS à une grande organisation militaire à l'échelle. Les usines d'Hawaï opéraient sans arrêt. Les programmes de formation ont obtenu des centaines d'opérateurs de tanking lancés par mois. La puissance industrielle de l'Amérique avait transformé la découverte de laboratoire de la FISA en production de masse. Jusqu'à l'été 1945, la transformation était terminée. La guerre du Pacifique était devenue un feu sans contrôle. Le point culminant de la campagne aérienne. Juillet 1945. Le B-29 de Lemay a maintenant fonctionné avec une précision mécanique. La liste des objectifs s'est étendue, des grandes villes aux petits centres industriels. L'intelligence a identifié 180 zones urbaines japonaises adaptées à être brûlées. À la fin du mois de juillet, 67 villes avaient déjà permis de perdre des districts entiers, certains ayant réduit les zones industrielles au pouvoir. L'ampleur de la destruction a contesté la compréhension. Chaque B-29 portait 40 pompes de fragmentation. Une attaque avec 300 bombardiers pourrait lancer près d'un demi-million de dispositifs incendiaires individuels. Chacun a créé une flaque de 4,5 mètres de diamètre, qui a brûlé pendant 6 minutes à des températures capables de faire fondre l'aluminium. La doctrine de la lutte contre les incendies japonaises s'est complètement effondrée. Tout au long de juillet, la ville après une ville a été marquée. Fukui a perdu 60% de sa zone urbaine le 19 juillet. Matsuyama a vu 3 chambres consommées le 26 juillet. TSU a subi une destruction de 85% le 28 juillet. La campagne systématique s'est poursuivie avec l'efficacité industrielle, chaque raid améliorant les techniques de la précédente. La production industrielle japonaise s'est effondrée. Les travailleurs ont refusé d'entrer dans les usines, sachant qu'ils étaient des cibles. Les systèmes de transport se sont effondrés à mesure que les cours ferroviaires ont brûlé. La distribution des aliments a échoué lorsque les entrepôts ont été incinérés. L'arrière qui avait soutenu l'effort de guerre japonais depuis 4 ans est maintenant décédé sous des vagues de feu liquide. Le prince Fumimaro Konoe, ancien Premier ministre, a marqué dans son journal. Les Américains ont trouvé notre faiblesse. Nous avons construit une nation de bois et de papier. Maintenant, ils la brûlent, une ville par ville. Il n'y a pas de défense contre ce feu démoniaque. L'armée japonaise a essayé contre les médiums, collaborateurs de rupture, exigences multiples, abris souterrains, et équipements de protection primitifs en tissu traité. Rien ne fonctionnait. L'huile en feu a trouvé chaque cachette, chaque refuge, chaque dernier coin. Le docteur Yoshio Nishina, le principal physicien du Japon, était chargé de développer des défenses. Son rapport au siège impérial était sombre. Les propriétés adhésives en gel rendent impossible de supprimer une fois allumé. Sa température de combustion dépasse la tolérance de nos matériaux. La seule défense est d'empêcher l'ennemi de livrer. Alors que nous perdons la supériorité de l'air, il n'y a pas de défense. 1er août 1945. Les préparatifs de l'invasion étaient en cours. Fonctionnement de l'opération. L'invasion du Japon était prévue pour novembre. Les planificateurs militaires ont étudié le leçon sanglante d'Iwo Jima et Okinawa. Les défenses japonaises à Kyushu étaient un cauchemar logistique, 10 000 grottes fortifiées, 5 000 bunkers, tunnels qui s'étendaient sous forme de veines sous la terre. Les stratèges ont calculé 1 million de bas, un prix que même la plus haute machine Oleadawa au monde ne pourrait pas payer sans s'effondrer. La solution ? Transformez votre propre air en pistolet. Pas avec des explosifs conventionnels, mais avec le feu purifiant, systématique, implacable. Les plans étaient apocalyptiques, 75 bataillons de chars à lancer, plus de 4000 blindés pour cracher des jets de gel inflammable. Les unités chimiques agiraient 5 millions de gallons de carburant épais, suffisamment pour réduire les villes en cendres en heure. Chaque entreprise marine aurait des escouades. Des lancements organiques, intégrés en première ligne. Le B-29,
ces géants ailés qui avaient déjà transformé le ciel japonais en enfer, conduiraient les attentats incendiaires en une vague continue, préparant le terrain à l'avancement terrestre. Le sous-secrétaire de la guerre Robert Patterson a donné à la production de chars la même priorité absolue que le projet Manhattan. Toute l'Amérique s'est mobilisée pour ne pas faire une bombe mais un flot de feu. Mais l'invasion n'est jamais venue. 6 août 1945. Hiroshima. Une seule bombe atomique a ramené 70 000 vies en un clin d'œil. Le monde était consterné lors de la destruction instantanée d'une ville par un seul artefact. Mais Curtis LeMay, l'architecte des campagnes incendiaires, clignote à peine. Ces raids avaient déjà dévasté 67 villes japonaises, beaucoup avec des dégâts aussi étendus que Hiroshima. Tokyo à lui seul a expliqué plus mort que la bombe atomique. Le champignon nucléaire était spectaculaire, oui, mais ce sont les tempêtes du feu, méthodiquement orchestrées, qui avaient brûlé le cœur industriel du Japon. 9 août. Nagasaki. Une autre explosion atomique, une autre ville réduite à des décombres radioactifs. Mais la même nuit, tandis que le monde a débattu de la moralité de la nouvelle arme, 95B29 a versé des inventes conventionnelles sur le Yawata. Le feu a brûlé pendant 2 jours ininterrompus, comme si le sol lui-même refusait d'effacer les flammes. 14 août. Alors que les diplomates japonais ont discuté des termes de la reddition dans des stands fermés, 160 Flying Superforteza ont attaqué Kumagaya et Isezaki. Les flammes ont dansé à l'horizon tandis que l'empereur Hirohito a enregistré son discours de capitulation. Dans son hébergement, il a mentionné une nouvelle bombe plus cruelle, référant à la puissance atomique. Cependant, il n'a pas mentionné l'instrument qui avait dévoré plus de sa nation que tout autre. Les chiffres étaient brutaux. Entre mars et août 1945, des raids incendiaires ont détruit 180 000 carrés dans 67 villes japonaises. Ils ont tué entre 300 000 et 500 000 civils. Ils ont laissé 8 millions de sans-abri. Éliminé 40% de la capacité industrielle du pays. Un rapport de 1946 du National Defense Research Council révélerait que 40 000 tonnes de bombes M69, ces petites capsules de napalm qui se sont tenues à tout comme une seconde peau, avaient été jetées sur le Japon tout au long de la guerre. La guerre du Pacifique ne s'est pas terminée par un flash atomique, mais avec le crépitement mourant de milliers de feux de joie humaine. Le calcul. Le professeur Louis Fiesé est retourné à Harvard, au même laboratoire où tout avait commencé. A reçu la médaille pour mérite, le prix civil le plus élevé des États-Unis. Son invention avait raccourci la guerre, sauvé d'innombrables vies américaines, redéfini l'art de la destruction. Mais la victoire était comme Gray. En 1967, pendant la guerre du Vietnam, Fiesé a regardé sur des images télévisées d'attaques avec du napalm. Les enfants traversant les routes, leur corps s'est transformé en torchées vivantes. Villages entiers consommés en quelques secondes. L'arme qu'il avait créée pour démolir les fortifications ennemies était maintenant utilisée contre les populations civiles. En juin 1972, il a écrit au président Nixon pour demander un bannissement international du napalm. Lorsque nous avons développé du napalm, nous n'avons jamais imaginé son utilisation anti-personne. Nous avons pensé aux structures, aux fortifications. Je n'ai pas le droit de juger de sa moralité simplement parce que je l'ai inventé, mais je pense que son utilisation devrait être limitée. Edward David Jr. Conseiller scientifique de Nixon, a répondu par une lettre d'évasion, l'utilisation du napalm est difficile à prévoir ou à contrôler, promettant seulement que la suggestion recevrait une attention particulière. Fiesé a appelé cela une négligence bureaucratique. Il est décédé en 1977. Sa nécrologie à Harvard Gazette a mentionné ses recherches sur la vitamine K et les antipalumiers. Rien à propos de napalm. L'université avait effacé silencieusement l'arme de son héritage officiel. La révolution tactique a été consommée. L'âge des fortifications statiques s'était terminé. Aucun bunker n'a résisté au flux V. Iscoup des flammes. Aucune grotte n'était suffisamment profonde pour échapper à l'inondation à incandescence. Les forteresses volcaniques du Pacifique, sculptées dans une roche solide et défendues avec le fanatisme, étaient tombées face à une formule développée au sous-sol d'un laboratoire universitaire. Le 713e bataillon des réservoirs a été désactivé en 1946. Les lancements ont été mis au rebut, leur équipement spécialisé détruit. Les produits chimiques qui les ont créés sont retournés dans la vie civile. Le groupe de lancement du colonel Unmac a été dissous, ses fichiers classifiés. Les anciens combattants parlaient rarement de ce qu'ils avaient vu. Le caporal marin de Raymond Hart, qui avait servi à Iwo Jima, a simplement murmuré
les lancements ont résolu le problème. Woody Williams, le dernier survivant à décerner la médaille d'honneur pour les actions à Iwo Jima, a dédié son post-guerre aux familles de soldats tués dans le combat ne mentionnant pas l'arme qui l'avait rendu légendaire. Eugene Sledge, dans ses souvenirs, a écrit « Nous pensions que les Japonais étaient cruels. Nous avons donc apporté le lancer. La guerre fait des monstres de tous. » Les implications militaires étaient claires, la technologie avait surmonté la détermination. La chimie avait vaincu le courage. La capacité industrielle s'était avérée plus décisive que l'esprit guerrier. La tradition des samouraïs, qui a soutenu le Japon depuis des siècles, est décédée carbonisée sur les flammes pétrolières. La doctrine militaire moderne a absorbé les leçons. Chaque armée importante a développé des armes incendiaires. Le droit international a tenté de les réglementer, la Convention de 1980 sur certaines restreintes d'armes conventionnelles, mais n'interdit pas leur utilisation. L'arme qui a mis fin à une guerre brûlant dans beaucoup d'autres. L'héritage scientifique était ambigu. La recherche sur l'huile gélifiée a conduit à des progrès dans la chimie des polymères, la technologie de suppression des incendies et la science des matériaux. Les mêmes composés de savon en aluminium qui ont fait bâton d'essence comme une seconde peau ont trouvé des applications dans l'industrie et la médecine. Les connaissances sur les effets thermiques ont stimulé les traitements des brûlures, ironiquement, sauvé des vies que le napalm lui-même avait détruit. Mais les questions morales sont restées sans réponse. Le bombardement incendiaire de Tokyo était-il un crime de guerre? La mort civile à Okinawa était-elle justifiée par le besoin militaire? La guerre parlante a-t-elle suffisamment raccourci le conflit pour acquitter vos horreurs? Les historiens débattent toujours, sans trouver de réponse facile. Les survivants japonais ont fondé l'association des victimes d'attaques aériennes avec Tokyo, compilant des témoignages, préservant des souvenirs. Les musées de Tokyo, Osaka et Kobe exposent des artefacts fondus, des photographies de dévastation, des listes sans fin des morts. Les enfants des écoles apprennent la « nuit noire de la neige », lorsque flottant en feu est tombé du ciel comme des précipitations sombres. La transformation de la guerre était complète. Elle avait commencé avec des torpilles à Pearl Harbor et s'est retrouvée avec l'incinération systématique du Japon. Entre ces deux extrêmes, la nature du combat avait changé pour toujours. Les compétences et le courage individuel comptaient toujours, mais c'est la technologie et la production industrielle qui ont décidé des destinations. Dans les grottes d'Iwo Jima, les formations de corail affichent encore des chars de brûlure des marques, visibles 8 décennies plus tard. À Okinawa, les tunnels scellés gardent les restes de ceux qui ont préféré la mort pour se rendre aux flammes. À Tokyo, les parcs commémoratifs marquent les endroits où les quartiers entiers ont disparu en une seule nuit. La formule de Fiese était élégamment simple. Nafinate en aluminium plus palmitate d'aluminium plus essence égale napalm. Le calcul de la guerre était devenu la chimie. La chimie de la destruction était devenue industrielle. L'ère de la guerre limitée était terminée. Parmi les ruines de Tokyo, en septembre 1945, le général Curtis LeMay envisageait ce qui restait de la ville. Nous brûlons, faisons bouillir et cuire plus de gens cette nuit-là que ceux qui sont devenus vapeur à Hiroshima et Nagasaki ensemble. Il a déclaré avec un rhume qui se figeait plus que les flammes qu'il a décrites. Mais c'était la guerre. Ils ont commencé. Nous avons terminé. L'océan Pacifique avait non seulement été témoin de la naissance d'une guerre totale moderne par les incendies atomiques qui ont dominé les gros titres, mais par un gel humble et implacable qui a brûlé sans pitié. Napalm avait réécrit les règles du conflit pour toujours. L'arme forgée dans le sous-sol de Harvard avait tué plus de Japonais que tout autre instrument de guerre américain. Il avait consommé une nation qu'il pensait être intouchable, protégée par les dieux. Les rapports d'une enquête stratégique sur les bombardements, compilés après la capitulation, était impitoyable dans sa conclusion, le Japon se serait rendu jusqu'en novembre 1945, même sans bombes atomiques, même sans l'entrée soviétique. Ce ne sont pas des champignons nucléaires qui ont brisé leur capacité à résister, mais la campagne systématique du feu, une tempête de napalm qui a réduit les villes en cendres et en esprits au décombre. Pour les hommes qui ont créé ces armes, le poids moral était écrasant. Louis Fiese n'était pas seul dans ses remords. Les chimistes et les ingénieurs qui ont perfectionné les inventes portaient le fantôme des flammes qu'ils ont aidé à libérer pour le reste de leur vie. Les bataillons de construction de Seabees, formés pour ériger des ponts et des routes, sont devenus des machines de destruction, adaptant des réservoirs pour cracher du feu. Peu ont laissé des enregistrements sur ce que c'était que de transformer les compétences de création en instruments d'annihilation. Pour les survivants japonais, les générations transcendaient du traumatisme. Les enfants qui ont couru dans les rues de feu ont grandi avec des cauchemars qui ne les ont jamais quittés.
L'odeur d'essence, des décennies plus tard, pourrait encore les paralyser avec terreur. Des cicatrices brûlantes, certaines visibles, certaines enregistrées en mémoire, étaient des rappels permanents que l'enfer n'était pas une métaphore, mais une nuit de mars 1945. Et pourtant, de ces cendres est né un paradoxe historique. Le même Japon réduit à des décombres à travers le feu américain deviendrait des décennies plus tard l'un des plus grands alliés des États-Unis. Les villes calcinées ont refait surface en tant que pouvoirs économiques et culturels. Tokyo, épicentre du raid le plus dévastateur de l'histoire, est devenue l'une des métropoles les plus dynamiques de la planète. Dans les cercles militaires, la campagne de décor du Pacifique est étudiée en tant que chef-d'œuvre stratégique et avertissement sombre, preuve de la façon dont un système d'armes unique pourrait passer de la tranchée à toute la ville, transformant la guerre en une équation de destruction massive. Le droit international jugé, tardif, contient cet héritage. Le protocole sur les interdictions ou les restrictions sur l'utilisation d'armes incendiaires, adopté en 1980, a imposé des limites, mais ne les a pas éliminées. Le « besoin militaire » justifie toujours ce que l'humanité devrait répudier. Au Japon, la mémoire des bombardements sert des fins différentes, pour certains, c'est un miroir des conséquences du militarisme, pour d'autres, la preuve brute que la guerre n'a pas de visage humain. Pour la plupart, cependant, c'est juste une tragédie qui ne peut pas, ne doit pas être répétée. Chaque année, moins de survivants assistent aux cérémonies de souvenirs. La mémoire américaine est sélective. Hiroshima et Nagasaki dominent le récit, tandis que le feu qui a récolté le plus de vie est réduit aux notes de bas de page. Il y a une raison à cet oubli pratique, il est plus facile de faire face à 2 lumières atomiques que des mois de précipitations incendiaires, prévues avec une précision bureaucratique. En seulement 3 ans, Napalm est passé d'une curiosité de laboratoire à l'arme conventionnelle la plus mortelle jamais utilisée. La progression était inévitable, la chimie était trop simple, trop urgente de la demande militaire, trop grande capacité industrielle. Une fois unis, la science et la guerre ne connaissent pas les frontières. Aujourd'hui, Napalm et ses descendants peuplent encore les arsenaux du monde. Le principe reste le même, le carburant gélatine qui colle, brûle et consomme tout à portée de main. Louis Fiézé a passé ses dernières années à enseigner la chimie, SCR. Mettre fin aux manuels académiques à côté de sa femme, Marie. Il a rarement parlé de sa création la plus célèbre, préférant mettre en évidence d'autres contributions. Mais le poids ne l'a jamais abandonné. Dans des moments de silence, il s'est interrogé sur les questions non résolues des chemins sans réponse, comme il le savait. Si ce n'était pas pour lui, ce serait un autre. L'alchimie de la destruction était trop irrésistible. La vérité cruelle révélée par le napalm persiste, dans la guerre totale, il n'y a pas de frontière pour l'ingéniosité humaine pour semer la dévastation. La même capacité industrielle qui augmente la qualité de vie peut, avec un tour clé, éteindre les vies de masse. Au fur et à mesure que les derniers survivants le partent, leurs souvenirs deviennent de l'histoire. Les cicatrices sortent, les villes renaissent, les traumatismes diluent, mais la capacité de répéter l'horreur demeure. La guerre est terminée, les flammes sont sorties, mais les problèmes que le napalm s'est allumé suivent. La leçon était claire, à l'ère de la guerre, sans limite, la victoire appartenait à ceux qui pouvaient forger les armes les plus terribles et avaient le désir de les utiliser. Les positions japonaises, sculptées dans des roches volcaniques et défendues avec du courage suicidaire, ont éclaté avant l'agression incendiaire américaine. La forteresse du Pacifique a brûlé à la fondation, et de ses cendres, un monde moderne a émergé, marqué à jamais par un laboratoire universitaire, testé sur un terrain de football et jeté sur un archipel jusqu'à consommer un empire. Le feu a tout changé. Pas seulement les tactiques ou les frontières, mais la nature même du pouvoir. Cela a montré que lorsque la science se penche à la guerre, le résultat n'est pas seulement la destruction, c'est un nouveau seuil du possible. Et l'impossible à annuler.